Hello, bienvenue à la Garageux. Aujourd'hui, un épisode avec Julien. Salut à toi. Alors, je viens juste de revenir du salon des jeux de société Vichy Pro, il y a une semaine, hein, tout à fait. Et là, on va un peu continuer quand même sur ces épisodes de parler de jeux experts. Et parce que toi, t'étais aussi, on s'est croisé à Vichy. C'est ça. Et on est quand même pas loin. Et jeux experts, évidemment, il y a jeux experts Chacoz aussi. Vous faites aussi du jeu expert. Et on va un peu en parler sur toi, comment tu vois le jeu expert de nos jours, l'avenir du jeu expert. Qu'est-ce que t'en penses aussi avec tous les jeux que vous avez du moment. Et puis même si on n'est pas sur Vichy, t'as aussi des jeux à nous présenter, donc c'est un peu des choses à montrer quand même ça, aussi. tout à fait, voilà, à nous présenter, à nous montrer ce qui est déjà sorti, ce qui va sortir, enfin il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. Est-ce que vous en faites vous chez Chacoz des jeux experts? Et d'abord comment tu définirais les jeux experts et est-ce que vous en faites? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est quoi un jeu expert? Parce qu'aujourd'hui, quand on discute un peu avec tout le monde, et puis dans le monde du jeu de société, on a l'impression que dès qu'un jeu fait plus de 40 €, c'est un jeu expert. Oui, c'est maintenant, c'est dans la ligne des distributeurs et des boutiques, c'est ça, c'est le jeu expert, c'est égal, c'est qu'il y a plus de 40 €, c'est expert. C'est égal, entre guillemets, plus ou moins à un prix, ou quand il y a une thématique comme les nôtres qui sont ce qu'on appelle le wargame, donc du jeu de guerre ou de jeu d'affrontement, tout de suite, on a tendance à être catalogué directement dans le jeu expert sans vraiment réfléchir à la mécanique, est-ce que les règles sont compliquées, en combien de temps on joue et autres. Et c'est un peu dommage parce que nous on a essayé justement dans notre démarche dès le début de démocratiser le jeu d'histoire, ce jeu d'affrontement pour le rendre plus accessible et le rendre accessible pour tout le monde. C'est pour ça qu'on avait un peu en slogan l'histoire pour tous, le jeu d'histoire, les jeux d'histoire pour tous. Et c'est vrai que de voir un peu que tout de suite on est catalogué, c'est un peu bizarre parce que on a notamment des jeux, pour ceux qui connaissent par exemple nos jeux Napoléon, on a essayé d'avoir une approche progressive avec qu'est-ce qui se fait pas mal dans les jeux, avec un livret de démarrage en 4 pages qui permet de se lancer tout de suite, et puis après 2 niveaux de règles, donc les règles du conscrit qui permettent de commencer à jouer en ajoutant un peu de chrome, ce qu'on appelle le chrome dans le wargame ou dans le jeu expert. Et puis après les règles du grognard où on va rendre des mécaniques sur du brouillard de la guerre ou autre, et donc on va des niveaux de difficulté évolutifs. Et donc moi j'aurais tendance à dire que on est sur des jeux qui sont initiés, parce qu'on va pas dire que c'est des jeux tout publics ou familiaux, mais initiés, mais pas vraiment des jeux experts. Pour moi Twilight Imperium c'est un jeu expert. Midara, c'est un jeu expert, voilà. Après, tu parlais des distributeurs qui, du coup, effectivement, vous essayez de faire en sorte que ça soit le plus accessible à tous. Et un distributeur pourrait te dire, une boutique, mais pourquoi dans ce cas-là, vous faites pas des jeux avec moins de choses pour que ce soit moins cher? Enfin, dans l'idée de dire, si, pour que ce soit accessible à tout le monde, est-ce que ça pourrait pas être moins cher et donc proposer moins de contenu ou moins de choses dans vos jeux pour que ça soit justement vraiment accessible au plus grand nombre si on veut faire des trucs moins chers? Après, si tu regardes, on a quand même une gamme qui va du jeu à la Saladin qui est à 30 € jusqu'au jeu au Napoléon qui va pour le plus cher à 75 €. Donc on est quand même sur des coûts qui restent quand même relativement contenus, et pour moi un jeu comme Saladin, qui est un petit jeu de bataille rangée, qui est très visuel et autres, on peut considérer que ça reste un jeu potentiellement familial, parce qu'on voit dans les salons que des fois il y a le papa qui joue avec son fils et autres, avec des jeunes, c'est beaucoup de lancers de dés et autres, donc c'est très fun à jouer, et c'est quand même assez simple à aborder. Alors je dis que c'est un jeu initié, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 4 pages de règles, ou plus de 2 pages de règles, où ça tient plus que sur une page recto verso. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu ça aussi, on a eu une démocratisation du jeu, donc énormément de nouveaux entrants dans le jeu, mais dès que ça commence à dépasser 4 pages de règles, c'est compliqué. T'as ça aussi effectivement sur le fait de descendre par exemple, moi j'avais fait le stand de Yellow, d'ailleurs on n'a pas fait de vidéo dessus, mais pourtant j'ai passé un moment à discuter avec eux, à faire des interviews, même si ça n'a pas été en vidéo. Et effectivement le Yellow expert, ils le disent très bien d'ailleurs, par exemple chez Yellow, que le expert c'est pas du expert, mais c'est juste pour dire qu'aux gens c'est un peu plus dur. Donc comme tu dis là, effectivement à un moment donné, c'est chaque éditeur va faire sa propre et l'échelle entre guillemets de complexité a baissé parce qu'on a eu un public assez important de nouveaux entrants, notamment dans la période du Covid, qui sont maintenant où ça devient dès qu'il commence à y avoir trop de pages de règles, tout de suite c'est compliqué. Et nous c'est vrai que nos livres, nos jeux, on a des fois 8 pages de règles en format A4, 8 pages de règles format A4, qui est ce qu'on a sur Dawnfall par exemple. Ça commence à être entre guillemets compliqué.
si on le met sur l'échelle de complexité du jeu, pour moi, c'est pas le cas, parce qu'on voit, nous on joue à des jeux qui sont encore plus par rapport à ça, quand on voit un Gloomhaven, ou quand on voit des, comme je dis, des Twilight Imperium. 100 pages de règles. Voilà, pour moi, nos jeux sont accessibles. Encore que, enfin, je reviens sur Twilight. Twilight, c'est pas spécialement, là, pour le coup, c'est un autre paramètre. Twilight, c'est pas spécialement qu'il est compliqué, c'est qu'il est long. Donc, et après, le truc de dire, à un moment donné, t'as aussi le fait de la durée du jeu, qui en fait un jeu expert parce que c'est long, voilà, et parce que ça dure plus d'une heure, etc. Donc, parce que Twilight, aujourd'hui, il y a la longueur du jeu, c'est pareil, il faut pas que ça soit trop long. Nous, nos jeux, pour moi, sont pas trop longs non plus, parce qu'on peut jouer à Napoléon, quand même, on peut faire une bataille en moins de 2 heures. Donc ça reste quand même relativement accessible, parce que c'est vrai que se lancer dans des parties, nous on jouait à des wargames où on avait joué 4 tours sur 72 en un week-end. Les wargames à l'ancienne. Donc quand moi après je vois nos jeux, pour moi c'est les jeux qui durent 6 mois et tout ça. Voilà, donc après on a un public qui évolue, donc il faut essayer de s'adapter aussi à ce public-là, mais je pense que on pourra jamais dire que nous on va faire de jeux familiaux, ou alors on en a fait un, par exemple le Road Trip à la découverte de l'Ardèche, qui est un petit jeu de cartes familial, qu'on en a pas trop, je sais pas si on en a parlé à la garage. Si on en a parlé à la garage, bon après on mettra peut-être les liens vers les vidéos qu'on a fait. Bon là on est juste sur un jeu familial, mais on l'a fait parce qu'on est ardéchois, parce qu'on est chauvin, parce que vous voulez faire un petit jeu comme ça avec un auteur, etc. Mais c'est pas votre ADN. Mais c'est pas notre ADN, voilà. Comme je vois que t'as fait des vidéos avec des Super Meeple ou autres, clairement ils te disent que c'est pas leur ADN. Donc nous, on veut faire du jeu d'histoire accessible, mais ça sera jamais ou difficilement aujourd'hui du jeu grand public avec ces personnes qui veulent des jeux vraiment très très simples, mais l'idée c'est quand même de toucher le plus grand nombre de joueurs pour faire découvrir nos jeux, et c'est là que aujourd'hui ça devient compliqué, parce que pour ça il faut qu'on arrive à vendre, enfin pour nous notre idée c'est de vendre en boutique, mais aujourd'hui on a un peu un frein qui est mis par les distributeurs, parce que on dit mais au-dessus de 40 €, c'est compliqué. Alors ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est parce que souvent on dit du coup effectivement comme tu dis le jeu expert en 2025 où on va, et donc c'est pour ça j'ai fait toute cette série là de vidéos, et à la fois t'as l'impression de te dire mais en fait c'est pas le problème des joueurs experts, parce qu'il n'y en a pas moins, et la demande elle est toujours là, j'ai l'impression que c'est vraiment la barrière du prix, en fait c'est vraiment ce que tu dis là sur le fait que les éditeurs veulent pas éditer du jeu expert, c'est pas parce que c'est des jeux experts en tant que tel, c'est parce que c'est le prix. En fait si on veut résumer à tout ça, c'est pas le problème de la longueur des règles, ni le fait c'est qu'à un moment donné le prix de nos jours, on veut que les boutiques puissent vendre des jeux, enfin les boutiques veulent vendre des jeux pas chers, parce que ça se vend plus facilement en boutique, parce que ça coûte moins cher au cas où t'as un problème et que tu vendes pas ton produit. Ça coûte moins cher en stock, potentiellement les ventes seront plus importantes et autres, mais comme tu dis, moi je suis convaincu, et je pense que tous ceux qui font du jeu expert sont dans la même idée que moi, que les gens qui jouent à ces jeux-là existent encore. Ils n'ont pas disparu du jour au lendemain. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont noyés dans une masse qui est plus importante de nouvelles personnes qui découvrent le jeu, et on va pas pouvoir demander à quelqu'un le premier jeu qu'il va jouer, on va pas pouvoir lui mettre dans les mains un Gloomhaven. C'est pas possible. Mais ça veut pas dire que plus tard, quand cette personne va développer sa culture ludique et autres, il ne va pas aller petit à petit et découvrir le jeu expert. Donc potentiellement, toute cette masse de personnes qu'on a aujourd'hui qui découvrent le jeu, peut-être que dans 10-20 ans, ça va devenir des joueurs qui vont faire du jeu expert, on va renouveler sauf s'il y en a plus. Sauf s'il n'y a plus que des top 10 et des Skyjo. Sauf si on a, voilà, sauf si à un moment, il n'y a plus de jeux experts. C'est comme Fahrenheit, et que tout le monde a disparu. Mais moi, je pense que ça veut dire que aujourd'hui, comme on en discutait un peu en préambule, en fait, le joueur du jeu expert, il va aller chercher les jeux experts aujourd'hui malheureusement ailleurs que dans sa boutique physique, parce qu'il va avoir du mal à les trouver. Donc par contre, il va les trouver où? Il va les trouver potentiellement en précommande sur les sites des éditeurs, il va le trouver sur des sites d'éditeurs, ou il va le trouver sur des boutiques qui supportent encore le jeu expert, mais qui seront plus des boutiques en ligne. Donc en fait, on va avoir, et je pense que c'est déjà le cas, et on le voit par rapport à des KS. Aujourd'hui, il y a des Kickstarter ou des GameFound ou autres qui font des millions d'euros. C'est pas Skyjo. C'est un jeu expert. Parce que aujourd'hui, le jeu expert, la vente du jeu expert s'est déplacée hors des boutiques, et s'est déplacé de lieu, parce que le joueur de jeu expert, il veut toujours ses jeux experts, mais il va aller les acheter sans KS. Pourquoi? Parce que il y a aussi des jeux aujourd'hui, si on les vend en boutique en donnant de la marge à tout le système, en fait ils sont
c'est pas possible. Ils seraient beaucoup trop chers et les gens pourraient pas les acheter. Alors que quand on les achète en KS, on les achète en direct. Donc ça permet de baisser le prix, parce que comme on voit des certaines boîtes qui sont énormissimes, qui pèsent 10 ou 12 kilos, hein, comme celle qu'on a derrière, avec des figurines autres, qu'on arrive à toucher à peut-être 200 euros sur un KS, en boutique ça serait le double. Et donc ça serait pas viable. Ouais, puis là tu parles du matos, mais tu vois, par exemple, je discutais avec un trafin sur le fait qu'on parle même pas de la traduction. Le temps quand t'as 400 000 mots, 500 000 mots, ou je sais pas combien à traduire, le prix de la traduction, plus le truc, le machin, tout est lié après. Tout réuni à l'arrivée sur en plus parce qu'on a l'impression de dire ouais, pourquoi ça sort pas, mais quand tu te dis qu'il y a que 500, je veux dire n'importe quoi, 500 ou 1000 personnes qui sont la cible de ce jeu-là, ça pose question pour les boutiques en tout cas. Voilà. Parce qu'effectivement, à grande échelle, je pense que c'est les joueurs tu les trouves, mais dans la petite boutique du coin, est-ce que lui va avoir Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, le joueur de jeu expert, il va s'alimenter ailleurs que dans le réseau traditionnel, qui était la seule chose qui existait avant l'émergence d'Internet, avant l'émergence de Kickstarter et autres. Donc ça veut dire en fait que en tant qu'éditeurs qui sont jeux experts ou catalogués jeux experts comme nous, parce que nous on considère que c'est des jeux experts, il va falloir essayer de se réinventer, de trouver de nouveaux moyens pour réussir à continuer à pouvoir fournir ce genre de jeu et à réussir quand même à gagner notre vie. Parce qu'à un moment, comme tu disais, hein, on fait pas ça juste pour la gloire ou pour s'amuser. À un moment, l'idée, c'est quand même, voilà, c'est tout le travail mérite salaire, hein, donc c'est de gagner un minimum d'argent. Nous, à la base, pour la petite histoire, je vais revenir, on est créé en 2017, mais dès le début, on a commencé à faire notre premier jeu qui était Napoléon 1806 par Kickstarter. Pour se lancer à une époque où Kickstarter, c'était pas encore devenu une plateforme de vente, où il y avait encore un soutien des porteurs de projets, où on avait un peu encore cette chose-là. Maintenant, aujourd'hui, les utilisateurs de Kickstarter, ils cherchent du prix, ils cherchent du goodies, ils cherchent de l'assurance que c'est un éditeur. Voilà, ils cherchent que ça soit sûr que ça va sortir, qu'il va avoir la qualité, machin. Donc c'est devenu une plateforme de vente pour moi. Hein. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu exagéré, mais à mon avis, c'est un peu ça. Donc on avait commencé en faisant Kickstarter. Après, on avait eu la chance d'être soutenu par Pixie Games, qui nous avait suivi sur Napoléon 1806, et ensuite on a rajouté donc on avait entre guillemets, moi je disais pour tenir droit, il faut avoir plusieurs jambes. Donc on avait le financement participatif, après on a eu le distributeur, et après on a développé notre site web qui nous permet de faire de la vente en ligne. Donc on avait finalement 3 jambes, et c'est là que tu tiens le mieux sur tes pattes. Donc c'était donc dès le départ, en fait, on avait on est parti tout de suite sur ce modèle-là, qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien. Mais on voit quand même que depuis 5 ans, après, vu le Covid, que la part boutique est en train de fortement se réduire parce que, justement, on en est à trop cher. Les boutiques le veulent pas, les gens ont pas d'argent, donc on va pas prendre le risque de le proposer. Et ça, j'aurais tendance à dire que sur les trois modes de distribution qu'on a, on a vu avec le partenariat qu'on a à Pixie Game, où les quantitatifs qui au départ étaient assez assurés, on arrivait, on sortait un jeu et ils disaient ah bah c'est bon, on prend 300, 500, ouais, voilà. Direct. Maintenant c'est plus ça, c'est beaucoup moins, et puis ça va être pas trop au début, mais si on marche on te reprendra un petit peu et autres. Donc voilà, on a vraiment vu une bascule qui a commencé pour nous à partir des Dawnfall. Donc c'était en 2022 ou 23, où là, voilà, c'était plus la même chose, et on voit aujourd'hui que ça continue. Et donc pour la petite histoire, on va arrêter avec Pixie à la fin d'année, parce que bon, ils ont changé complètement, vraiment leur politique. Donc nous, on a fait à Vichy un peu le tour de tous les distributeurs, avec plutôt des bonnes surprises, parce qu'on a vu que les gens nous connaissaient quand même un peu, et que notre catalogue était malgré tout intéressant par rapport à notre positionnement, même si on fait pas des centaines de milliers de jeux. Vous démarquer c'est surtout ça. Voilà, en fait, tu proposes et donc on avait potentiellement des opportunités, mais malgré tout, on te dit, moi ce qui m'a aussi vraiment surpris, c'était qu'on te dit en dessous de 40 euros, ça va être compliqué. Voilà. Et surtout, n'abandonnez pas, faites des précommandes
et C'est continuer à vendre sur votre site en direct, on va pas vous l'interdire et même on vous encourage à le faire parce que je pense que les distributeurs, ils sont pas non plus c'est pas non plus les grands méchants et autres. À un moment, ils ont quand même besoin d'éditeurs et ils ont bien compris qu'aujourd'hui, pour qu'un éditeur il arrive à s'en sortir, il faut qu'il ait plusieurs débouchés pour pouvoir réussir à vivre et à continuer à faire du jeu, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que tout le marché est assez conscient de ça. On n'en reste pas moins que, pour moi, il y a trop de jeux. Que ce soit des jeux familiaux, des jeux initiés, des jeux d'ambiance, des jeux experts. Il y a énormément de sorties. La bourse des gens, elle n'est pas extensible à l'infini. Donc ça veut dire que il y aura de la casse. Et on le voit un peu d'ailleurs. Il va y avoir des éditeurs qui vont devoir arrêter. On va avoir, ça sera mécanique, mais je dirais que c'est un peu logique. À un moment, quand l'offre est trop importante par rapport à la demande, eh ben, il y a de la casse, quoi. Après, la précommande te permet d'avoir, entre guillemets, de jauger un peu le nombre d'exemplaires que tu vas pouvoir produire malgré tout. Enfin, c'est un peu un filet de secours ou pas, je sais pas, mais... Alors, il y a un filet de secours, mais ça veut pas dire, c'est pas forcément aussi simple que ça, quoi. Déjà, tu vas des fois lancer un truc en précommande et tu vas te dire, ça va marcher, et ça marche pas. Ou ça marche pas à hauteur de ce que tu avais pensé. Comme je te disais, quand tu mets qu'il faut arriver à 20 000... Sous les 2 heures, ça sort. Voilà, mais c'est pas vraiment ce qui est cool. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est l'arrêter aussi. Sur ta précommande, tu peux très bien dire, moi, s'il y en a qui le font... ouais, mais c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu lances une précommande, t'as déjà fait des choses. Comme avant, où avant tu lançais une précommande, les dessins étaient pas faits, t'avais pas encore payé ton illustrateur, t'avais pas. Maintenant ça c'est fini. Il faut que quand tu fasses la précommande, tu montres un produit qui soit quasiment définitif, avec des règles qui soient écrites. C'est fini le moment où tu fais, bah ça va jouer comme ça, sans que t'aies les règles que le gars il peut télécharger, il peut voir. Donc ça veut dire que t'as fait déjà un investissement avant de te faire précommande qui est relativement important. T'as payé des gens, des illustrateurs, t'as passé du temps. Donc de tout remettre à zéro, oui. Ou d'arrêter pour relancer, donc re-engager des coûts, c'est compliqué. Et puis à un moment, tu vas dire que tu veux aller à 20 000. Il faudrait que tu fasses 100 000. Et t'es à 50 000. Tu fais quoi? Donc après, tu peux dire tu vas baisser la quantité, mais tu as des frais fixes que voilà, tu vas jamais pouvoir que t'auras payé. Hein. L'illustrateur, tu vas pas le payer sur le nombre c'est un forfait, tu vas pas le payer sur le nombre d'unités que tu vas vendre. Donc c'est très très compliqué à réussir à faire ça. Et puis à un moment, des fois quand t'as un peu des retournements et puis que t'es parti sur te dire en fait ok moi je vais lancer ça, mon distributeur il m'a dit qu'il fait ça, et puis qu'après on te dit ah ouais mais en fait j'étais parti mais tu comprends en ce moment c'est compliqué donc on fait moins, peux te retrouver aussi un peu dans le bec dans l'eau. Mais nous par rapport à la démarche initiale, t'avais la précommande, ça permet de faire de la marge parce que tu vends en direct, même si tu fais moins cher, ce qui est logique parce que tu fais moins cher, parce que les gens ils donnent de l'argent en amont, donc ils te permettent de financer le jeu. Donc c'est important aussi ces mécanismes de précommande pour des éditeurs, surtout des éditeurs un peu plus petits comme nous, ou des éditeurs qui vont s'engager sur des projets risqués comme des jeux experts. Là moi je dis c'est important qu'on ait une base de soutien comme ça de gens qui précommandent. Et moi je remercie vraiment énormément tous les gens parce que si à la base on n'avait pas eu ça, nous on avait demandé 20 000 € Napoléon 1806, on l'avait obtenu le dernier jour pour faire basculer la campagne. C'est un truc que tu vois plus ça. C'est fini. Et c'est grâce à ça que l'aventure s'est lancée et puis qu'on a pu réussir à faire d'autres choses, qu'on a fait des erreurs, qu'on a eu des réussites et autres. Mais c'est ça qui a fait. Donc si on n'avait pas eu ces gens-là, on n'en serait pas là. Donc là, moi je dis vraiment merci à tous et puis continuez à soutenir parce que c'est assez important. Donc ça va nous permettre d'avoir une assurance financière pour relancer des projets, pour faire un peu plus de marge. Après, on avait la partie distributeur qui, quoi qu'on en dise, faisait du volume. C'est-à-dire qu'il nous rajoutait du volume, ce qui permettait d'avoir un volume qui permettait de faire une production à un coût raisonnable. Aujourd'hui, on arrive à avoir des coûts raisonnables, même si on fait des tirages de 1000 ou 2000.
Mais il faut arriver, aujourd'hui, il faut quand même arriver à les faire. Oui, après, t'en as un minimum. De toute façon, t'es obligé de faire en fonction de ton projet, t'as un minimum de boîtes à faire quand même. Voilà. Et puis, de toute façon, en dessous, après, par contre, si tu commences à faire 500, bon, ça devient encore plus compliqué. Et puis, si tu commences à dire mettre 200, bah après, à un moment, ça vaut même plus le coup. Donc, il y avait ça. Et après, on avait les ventes en direct et c'était le beurre dans les épinards. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce qui te après c'est le bonus qui fait que t'es content parce que là c'est de la vente en direct où t'as pas de remise pour la précommande. Donc là c'était vraiment le petit bonus qui arrivait. Donc ça a fonctionné comme ça. Nous on pense que ça peut continuer à fonctionner comme ça, mais on se pose quand même des questions sur trouver d'autres canaux de vente et à beaucoup plus réfléchir. Et on en parlera après quel jeu va où, quoi, quel jeu va. Voilà, quel jeu, comment, la thématique. Donc, on va plus faire, on peut plus faire un jeu parce qu'on trouve qu'il est bien. Enfin, tu peux, mais... tu peux, mais si tu as une logique à un moment d'essayer de gagner de l'argent, de dire, le jeu, il me plaît, il est bien, je le fais. C'est limité. Si tu veux à un moment arriver à, voilà, c'est limité, il faut essayer de réfléchir à comment tu vas le commercialiser, qui c'est qui va te l'acheter et par quel canot tu vas le vendre. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est pour ça que nous par exemple, je reviendrai après sur un des jeux, on a rethématisé un jeu. Pour que ça aille avec parce que comme tu disais il n'y a pas que les boutiques parce que derrière effectivement vendre des jeux c'est pas on croit toujours que c'est les boutiques qui vont vendre les jeux mais en fait potentiellement il y a plein d'autres choses surtout pour nous pour des jeux à thématique historique et on se rend compte qu'on a potentiellement des débouchés autres mais c'est toujours pareil après il faut du temps parce que ça veut dire c'est du marketing. Ça veut dire contacter des gens, c'est des relations et autres. Donc c'est pas forcément simple et en tant qu'éditeur, le problème c'est que à un moment éditeur on est censé faire des avant c'était assez simple, on avait l'auteur donc qui a l'idée, qui fait le proto, l'éditeur qui le rend commercialisable et on avait le distributeur qui vend. Maintenant faut faire un peu aujourd'hui t'es en tant qu'éditeur, tu vois qu'avec le distributeur ça devient compliqué. Donc maintenant toi tu vends en précommande, donc tu vends en direct. Donc en fait tu commercialises. T'es plus juste l'éditeur qui donne à un distributeur qui va voilà et tu te rends compte que c'est toi qui va le mieux le vendre ton jeu parce que c'est toi qui le connais le mieux, c'est toi qui voilà ça. Sauf que derrière c'est compliqué parce que il faut que tu trouves du temps, il faut que tu trouves des contacts et autres. C'est pas pour rien qu'à un moment tu payes le distributeur pour qu'il fasse ce travail là. Pas. Non, mais après, qu'il le fasse plus oui, ou moins mais clairement, bien. En tout cas, c'est un métier. Voilà. Ce temps-là, ça te prend. Après, t'as des problématiques de logistique qui ont des coûts et autres, d'expédier des choses, voilà. Mais je pense qu'il faut réfléchir un peu, être flexible, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, surtout sur des jeux comme les nôtres. Donc nous, c'est des marchés de niche. Le jeu d'histoire, même si moi je considère pas forcément que c'est des jeux très compliqués. Pareil, le jeu d'expert, on est sur un marché de niche. Mais de l'autre côté, on est sur un marché de niche avec une clientèle qui est assez captive. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime le jeu d'histoire, il aime le jeu d'histoire, quoi. Et il va s'il y a un jeu d'histoire qui plaît, il va y aller. Un jeu expert, c'est pareil. Tout le monde joue pas au jeu expert, mais le gars qui joue au jeu expert, c'est ça qui lui plaît. Et lui, il a envie d'avoir un jeu expert. Donc, c'est des clientèles qui sont plus captives que les personnes qui vont aller une fois dans une boutique et qui, on va leur dire que, il y avait Skyjo, c'était sympa, ils l'ont acheté. Et puis voilà. Et puis finalement, ils vont pas forcément aller beaucoup plus loin. Ou la prochaine fois, ils vont acheter n'importe quel autre jeu. Bon, je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Un petit jeu d'ambiance. Mais voilà, ça va rester quand même limité. Oui, non, l'avantage d'avoir des fidèles, on va dire, des gens comme ça qui reviennent parce qu'ils sont contents aussi de ce que vous faites. Puis après, la notoriété, de toute façon, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, à un moment donné, tu sors un jeu, les gens sont contents, ils reviennent, etc. Et j'allais même dire aussi, il y a pas que ça, c'est-à-dire que supposons dans les jeux, tu disais tout à l'heure, il y en a qui marchent plus ou moins bien, mais plus t'as fait de jeu et plus les gens ont une confiance parce que même toi, tu sais qu'en tant qu'éditeur, si t'en as un qui a bien marché, il peut un peu compenser, un peu équilibrer les recettes comme tu disais. Non, mais ça c'est sûr. Bon après, nous on est aussi sur sur une approche qui est vraiment en lien complètement à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeu,
il faut le vendre en 3 mois. Tu le sors. Mais pareil, parce que c'est pour le distributeur, pour la boutique, parce que la boutique... Pour les boutiques, mais il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui sont contraints par ce fait-là. C'est-à-dire que ton jeu, il va falloir que tu le vendes en 3 mois. Si tu l'as pas vendu en 3 mois, c'est un échec. Si tu l'as vendu en 2 mois, tu dis, ah bah mince, punaise, ça a bien marché. Est-ce que je réimprime? Mais si tu réimprimes, ça veut dire qu'il va arriver 2 mois après. Est-ce qu'il va encore y avoir quelqu'un qui va... Est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes par rapport à la réimpression? Parce que tu peux pas réimprimer 100 boîtes, quoi. T'es obligé d'en réimprimer un certain nombre. Après, tu vois aussi des choses. Oh, le jeu de base a super bien marché. Oh, je lance l'extension, je fais une machin. Ça, c'est le bordel, ça. Voilà. Ouais, il y en a plein comme ça d'éditeurs qui m'ont dit, ah oui, quand t'as une extension, mais plus t'as d'extensions, parce qu'il y en a qui me le disent en commentaire, là, sur les différentes vidéos, ils disent, ouais, mais pourquoi ils ont pas traduit j'exagère un peu, mais la 8e extension? Bah, parce qu'à un moment donné, t'as de moins en moins de personnes. En même temps, en tant qu'éditeur, ça fait un peu mal aux fesses de dire, bah, j'ai fidélisé les gens, et pourquoi? Enfin, là, on parle de la traduction, c'est un peu différent, mais ça pourrait être aussi sur l'édition. Oh, mais c'est sur l'édition aussi, t'as les gens, t'es là, tu dis, bah oui, les gens attendent, ils ont envie, et puis à un moment donné, tu dis, bah, ceux-là, je te le propose pas, alors que, ben, ils ont acheté l'autre gamme. Donc c'est vrai que c'est l'extension aussi, voilà, donc tu vois, t'as plein de choses comme ça et c'est pas, c'est vraiment pas simple, quoi. C'est pas simple, mais bon, c'est clair que ça se fait, mais c'est comme tu disais, je pense que c'est une histoire d'adaptabilité et d'être obligé sur le, et puis je pense que c'est vraiment là, on arrive à vraiment un point de bascule. Je pense que ça, comme je disais, depuis 5 ans, on voit que ça commence à être de plus en plus compliqué. On le voit d'ailleurs, on a eu des annonces d'éditeurs qui ont arrêté pour des raisons diverses et variées, mais on voit que ça devient plus compliqué. Et puis tu vois tout de suite que les discours de tout le monde en environnement ludique, il est comme ça. Mais après c'est des phases aussi. Tu vois, à un moment, tu vas aller que sur... Et puis en fait, finalement, à un moment, tu vas dire, ah ouais, mais finalement, si, mais le jeu expert... Ah, mais il y a quand même des gens qui achètent. Et puis les gens qui achètent, ils ont un peu plus de moyens. Parce que un jeu expert, finalement, quand tu vas vendre un jeu expert à 100 €, ça va te faire plus de marge que quand tu vas vendre un Skyjo à pas grand-chose. Parce que, bon, bah finalement, tu es obligé de faire au ras des pâquerettes parce que t'as tout le monde qui le vend, tu vois. Donc, voilà, il va y avoir... c'est ça aussi, hein, le monde des affaires, c'est que t'as des évolutions. Donc il faut aussi, quand tu es des périodes de crise, c'est aussi des opportunités. Il faut réussir à t'adapter pour réussir à ressortir et puis potentiellement à être gagnant au final. Donc nous, on est plutôt dans une approche là. Bon, aujourd'hui, on a un dilemme assez important parce que donc on finit notre distributeur avec Pixie. Donc là, en fait, c'est l'orientation qu'on fait. Ce qui est super bien, c'est qu'on a des gens qui sont prêts à nous suivre, à nous suivre parce que bon ben voilà, ça fait un petit moment qu'on est là. On a quand même une petite notoriété. Bon, les gens savent qu'on fait des jeux qui sont qualitatifs, qui sont quand même abordables parce qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse y jouer. Mais voilà, après c'est vrai que ça fait un peu drôle en disant mais un jeu au-dessus de 40 €, c'est un jeu expert ou c'est trop cher ou tout de suite ou personne va les voilà. Mais ça fait bizarre de se dire que tu peux être distribué par plusieurs personnes, mais après, à la limite, les gens, ils s'en fichent quand ils sont en boutique, ils vont voir tes jeux de toute façon. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, tu veux dire, mais attends, mais alors, c'est-à-dire que chaque cause, il va falloir le trouver chez tel distributeur pour tel jeu, en tant que boutique, plutôt. Tu vas dire, mais moi, j'aime bien, mais alors, oui, pour ce jeu-là, c'est dans celle-là, donc c'est de plus avoir tout le catalogue chez un distributeur. Ça demande de repenser un peu les choses différemment. Oui, si on fait ça aussi, ça peut être un autre souci. Est-ce qu'il faut mixer? Est-ce qu'il faut faire, voilà. Donc, il y a plein de réflexions qui sont en cours là. Et puis on va essayer de trouver la meilleure chose, mais je pense qu'on va rester sur ces modèles, donc de précommande, de distribution d'une manière ou d'une autre, de vente en direct. Et par contre, ce qu'on va essayer de vraiment développer, c'est les ventes sur tout ce qui va être musée. Tout ce qui va être château ou autre, par exemple, un jeu, je vous montre un peu des jeux, parce que quand même, là, le jeu, donc Braze 1341, je pense que maintenant, tout le monde connaît, donc ça, c'est un petit jeu, il est à un peu plus de 30 €, c'est un jeu qui se joue en moins d'une heure, qui vraiment est assez sympa, donc c'est un peu un card driven, donc le jeu est piloté par les cartes, on joue une carte, l'autre joue une carte, on choisit une action, donc c'est très dynamique, et ça ressemble à Twi'lek Struggle. Ouais, ça c'est le jeu phare qui a été pendant 40 ans, voilà, le meilleur jeu à deux, quoi. Et on voit que ça a bien marché, d'ailleurs on l'a réimprimé. Et pourtant c'est un jeu qui est sorti en 2022, parce que nous on est sur du temps long, on n'est pas le jeu il va vivre 3 mois. Nous notre objectif c'est de pouvoir proposer nos jeux. Parce que t'es dans un
dans un schéma pour l'instant où t'as pas trop de jeux non plus et t'en as pas juste pas assez, t'as suffisamment de jeux on va dire pour pouvoir le faire. T'en aurais demain 500 jeux ou 1000 jeux. Enfin pour moi ce sont des jeux qui sont pas juste des effets de mode. Là, on parle, c'est un jeu historique qui parle de la guerre des deux Jeannes. Donc, c'était la guerre de succession de Bretagne. Ça fait partie du patrimoine français. Donc, c'est un jeu potentiellement. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le vendre tout le temps. Alors, par contre, c'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas en vendre beaucoup. Et pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que moi j'ai des facilités au niveau de stockage et de la logistique, parce que sinon ça serait effectivement pas possible. Comment tu stockes tout, ouais. Voilà. Mais nous on a cette chance-là, donc on en profite et on laisse le jeu accessible. Et ce jeu-là, par exemple, donc là on voit que le château qui est représenté ici, c'est le château de Fougères. Donc ce château là en vente, et ils nous font des ventes tous les ans qui sont mieux qu'une boutique. Voilà. Mieux qu'une... Donc ça veut dire, c'est ça. Donc on est dans un autre château, donc on est à l'office du tourisme de Rennes, voilà. Et on voit qu'en fait on a des débouchés autres qui s'ouvrent à nous par rapport à nos jeux d'histoire. Donc on était aussi au musée de l'Armée à Paris, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut alimenter, c'est compliqué, il faut trouver les bonnes personnes. Mais une fois qu'on y est arrivé, eh ben c'est des clientèles qui sont captives parce que eux ils vont tout le temps le proposer. Parce qu'en plus ils ont le public, et puis ils ont le public. Ils ont le public, ils ont pas beaucoup de propositions ludiques. Ils vont pas proposer tous les jeux dont je t'ai parlé avant, parce qu'en fait, ça les intéresse pas. Par contre, ce jeu-là, typé, histoire, dans leur boutique, ça marche. Parce que les gens qui vont venir dans ces boutiques, ils sont réceptifs à l'histoire, et pour peu qu'ils soient un peu joueurs ou qu'ils veulent faire un cadeau, ils vont l'acheter. C'est la chance que vous avez de faire du coup sur du jeu d'histoire. C'est vrai que d'autres qui vont faire tu vas faire un truc de médiéval fantastique, ça marche aussi, mais dans les châteaux, dire pourquoi je vais prendre celui-là alors que c'est là l'avantage c'est que tu cibles vraiment quelque chose d'un lieu. Et là, on va cibler. Là, on cible tout ce qui est Bretagne. Le fait est que le jeu, voilà, je le dis clairement, c'est un très bon jeu qui a trouvé son public au-delà de juste le breton, voilà, parce que c'est un petit jeu, on apprend beaucoup de choses avec les cartes, on a un descriptif historique, donc voilà, on apprend, donc c'est important aussi ça, et c'est un bon petit jeu, donc c'est pour ça qu'on l'a réimprimé, parce que ça marche bien en jeu un contre un, pas trop cher. Et là ça cible, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que du coup effectivement ça correspond. C'est ça. Mais il y a quand même quelques pages de règles. T'as combien de pages de règles sur cela? Oh, je sais pas, mais il y a une bonne dizaine de pages, quoi. Ça va. Oui, mais pour toi ça va, mais il y a beaucoup de gens, ils disent non, mais moi en même temps, est-ce que du coup au château, enfin là-bas par exemple au château ou autre, est-ce que les gens qui l'achètent, il y en a qui ont jamais joué à un jeu de société qui t'achètent ce produit? Je pense oui. Je pense parce que c'est des gens, ah ben tiens, un jeu, alors peut-être pas ne pas, il faut que t'aies un petit quand même quelque chose, mais pour faire un cadeau, c'est à quelqu'un qui joue, ou voilà. Et après, donc ça typiquement, c'est des jeux ou comme la série Napoléon qu'on garde au catalogue, qui sont quelque chose qui a permis aussi de démocratiser, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont quand même découvert, donc ça on a un peu de fierté, le jeu d'histoire, que c'était pas si compliqué via Napoléon, qui est quand même des grosses boîtes, qui est quand même un gros, mais avec des règles évolutives qui ont permis à des gens de découvrir ce jeu. Après dans les sorties, bon, ce qui a très bien marché, qui est récent, bon je le montre aussi, c'est on mettra un peu les liens parce qu'on a fait des vidéos sur tout ça. On a fait plein de vidéos. C'est les aigles de Napoléon en péninsule, donc ça en fait on a, bon c'est un peu par hasard et autres, mais on a vraiment, je pense, répondu à un besoin qui était existant, c'est que sur ces types de jeux-là, eh ben souvent les gens disent, par exemple notre série de jeux Napoléon, j'ai du mal à trouver des gens qui aiment ce genre de jeu, parce qu'on a des fois une certaine réticence, parce qu'on pense que c'est compliqué, parce qu'on pense que c'est la guerre, parce que si, parce que mi, et des gens qui aiment ça, qui aiment le jeu d'affrontement, qui aiment le jeu d'histoire, bah ils disent j'arrive pas, moi ça me plaît, mais j'ai pas d'adversaire. Et là on est sur du solo. Mais là l'avantage c'est que du coup ça s'embarque dans les valises, ça prend pas de place. Ça. En fait, il y a énormément d'aspects. Donc, c'est un format livre avec les spirales. Donc, c'est du jeu solo. Donc, ça va casser cette barrière-là. C'est un format pratique. Donc, il y a Denis, il était parti avec, il a fait un tour en vélo et il le posait en attendant, en faisant sa lessive. Et voilà, le format est super pratique. Le jeu est simple et ça permet
Par contre, on retrouve vraiment les bases, les fondamentaux du wargame, les hexagones avec les pions. Et ça permet de découvrir en plus et de rentrer dans le monde du wargame et voir si ça nous plaît ou pas. Et t'as vu, on a fait vraiment des bons vidéos. Nous on a fait des super précommandes. On a des très très bons retours. Et il y a le prochain qui arrive, qui est Sherman Solitaire, qui va permettre de piloter son char. Donc ça c'est dans les tuyaux pour la fin d'année. Donc voilà, donc ça c'est typiquement un produit qui a été bien calibré par rapport aux attentes du moment sur ce type de jeu, donc simple, format accessible, solo. Après c'est intéressant parce que tu disais qu'il a été bien calibré par rapport aux attentes du moment. Là tu parles pour vous par rapport à la localisation ou par rapport à l'auteur quand il l'a édité le jeu? Pour nous, alors pour nous par rapport à la localisation, parce que je pense que l'auteur à l'époque où Mike Lambeau, après lui, alors aux États-Unis c'est pas là tout à fait la même chose, mais par exemple lui c'était un jeu qui était en print and play, c'est-à-dire que tu achetais des PDF et tu l'imprimais. Après, il était très connu déjà, il avait déjà une notoriété énorme. Mais quand il a fait une vingtaine de jeux, donc nous, on va continuer à le faire parce que c'est vraiment des formats qui sont bien et que ça marche, donc il y a aucune raison qu'on le fasse pas. Et puis, c'est des jeux qui sont vraiment sympas, on a des super retours. Mais, à l'époque, quand il a fait, je sais pas s'il a vraiment réfléchi à ça. Est-ce que c'était le bon moment? Je pense qu'il s'est fait plaisir et ça marche bien. Peut-être que des fois, à l'époque, c'était moyen, on va dire, puis dans le temps, maintenant, à un moment donné, le jeu qu'il avait fait à tel moment, là, il faut voir que le le wargame a toujours été un gros pouvoir de jeux solo. C'est vrai. C'est-à-dire, ça vient de là, d'ailleurs, le jeu solo de départ, ça vient du wargame quand même. Avec Embouche, les grands anciens et autres. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de jeux solo dans le wargame. Et là, on a vraiment quelque chose qui était super bien calibré, donc on est bien content. Et puis, il y a aussi le fait que, malgré tout, là, aux États-Unis, il y a quand même, pour le coup, beaucoup plus de joueurs experts aussi, beaucoup plus de joueurs. Enfin, c'est pas pareil qu'en France où, en France, le public, il est quand même moins, il était peut-être moins présent et que maintenant, on s'initie de plus en plus à ça. Et on vient vers ça. Donc là, je pense que c'est le bon moment que ça arrive. Tu aurais sorti, par exemple, ce livre-jeu il y a 15 ans ou 20 ans. Je sais pas si tu as l'engouement, j'en sais rien. C'est arrivé, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moins, là, en tout cas, c'est le bon moment, quoi. Voilà. C'était bien arrivé, ça a bien fait autre. Et puis après, c'est trouver sinon d'autres types de jeux qui vont être plus du jeu Warto, ce qu'on appelle. Donc c'est un jeu plus jeu de plateau, un jeu d'histoire à thématique historique. Donc comme le Rex Britannorum, là c'est celui qui vient juste d'arriver et qui va être dans les boutiques dans pas trop longtemps, les boutiques qu'on a en tout cas partenaires. Et là où on est sur un plateau de jeu assez classique, enfin c'est pareil, on mettra la vidéo. Lien, Donc on est plus sur un jeu de placement avec des objectifs cachés, avec de la programmation, avec donc avec un habillage un peu historique et qu'on peut jouer de 1 à 3 joueurs. Donc pareil, pour essayer d'étendre en fait la portée potentiellement du jeu. Et puis on va voir sur des thématiques un peu moins pointues, pareil, si ça peut fonctionner aussi ce type de produit, quoi. Je vais t'interrompre juste une seconde parce que tu me parles de lui justement qui est de 1 à 3 jours, tu disais, et je sais plus, j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps, là, il y a genre 2 semaines, donc je me permets maintenant de te répondre si ça me revient, tu vois, où il y avait des gens qui me demandaient par rapport justement au mode solo que vous avez prévu sur des jeux qui sont déjà sortis, qui disaient tiens on attend toujours, est-ce que il y a des choses où tu sais que ça il y aura pas de mode solo et on l'avait prévu, ou tu sais parce qu'on m'a demandé les timings en fait, il y a des gens qui m'ont demandé en commentaire au niveau des modes solo qui doivent être ajoutés, est-ce qu'il y en a qui le sauront pas alors que vous avez dit peut-être, est-ce que alors il y a deux choses. Moi j'ai en plein milieu, mais c'est vrai que ça m'y fait penser parce que là comme ça je joue solo et nous on a toujours été contre faire un mode solo pour le dire d'avoir un mode solo. Moi j'ai trop vu de trucs où c'était des jeux qui étaient faits pour 2 joueurs ou pour 4 joueurs et où tu te rajoutes un mode solo derrière et en fait ça marche pas parce que c'est pas fait pour et autres. Donc nous, on est tout de suite parti sur des jeux en 1 contre 1. On a beaucoup de gens qui poussent, oui, mais pour les jeux solo, les jeux solo. Donc je suis très content qu'on ait sorti ça. Bah du coup, c'est le solo par excellence. Parce que là, c'est du solo. Et les gens, ils disent, ah, mais est-ce qu'on peut jouer en 1 contre 1? Alors là, c'est ce que tu fais. Non, mais les gens, là, à un moment, il y a une option pour jouer en 1 contre 1. Mais à la base, le jeu est fait en solo. Il y a une version pour jouer en 1 contre 1. C'est assez simple à faire. C'est plus simple dans ce sens solo 1 contre 1 que l'inverse.
On a donc on a notamment travaillé avec un collègue sur le solo de Napoléon 1806 parce qu'on avait effectivement une grosse demande sur ça. Pour des raisons diverses ou variées, ça a pris beaucoup de temps. Bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails. C'est énormément de boulot pour un résultat Est-ce que derrière, on va réellement réussir à vendre autant que... Parce qu'on en a quand même vendu beaucoup de Napoléon 1806, donc tu te dis, si tu vends 20% de mode solo sur les... C'est bon. Mais je suis même pas sûr qu'on a ça. Ça, c'est une extension, c'est ça? En gros, c'est une extension solo. Ouais. D'accord. Okay. Et je prends pour exemple Border States, où l'auteur a fait une version solo qu'on a mis en ligne gratuitement. C'est pas pour ça qu'on a vendu plus de jeux. Ça fait venir plus de monde pour autant. Ouais. Donc après, on va avoir quelques gens qui veulent, qui l'auront et autres, mais qu'est-ce que ça va représenter? Donc je dis pas qu'on va pas le faire parce qu'on y a énormément travaillé dessus. Denis a beaucoup travaillé sur ça. Mais t'as pas de date là-dessus. Mais on n'a pas de date. Bon, après il y a plein de choses qui se passent. Et puis derrière, est-ce que ça va réellement sortir ou est-ce que ça va sortir sous la forme effectivement de print and play où les gens ils vont pouvoir faire le mode solo pour y jouer et puis peut-être, ou est-ce qu'on va avoir ça je sais pas encore. Mais en fait c'est loin d'être neutre si on veut faire quelque chose vraiment bien. C'est du temps, c'est de l'argent. Mais c'est le seul où t'en avais d'autres sur Solo, sur d'autres. C'est le seul où t'avais dit c'est que sur 1806 et c'est vraiment le seul et le dernier. On avait un peu effectivement pas mal de gens qui nous demandaient ça parce que c'est un jeu qui s'est bien vendu, qui a une assise maintenant en termes de vente et autres qui est là. Et puis il y a des jeux, je suis désolé, Brest 141, clairement c'est pas fait pour jouer en solo. Donc après soit le jeu solo tu le prévois et tu le fais, soit c'est pas le cas. Sur le Rex Britannorum, on a un jeu solo, on a une version solo, mais qui est pas un gadget pour moi. On a réfléchi, donc t'as un bot et autres, et ça fonctionne bien parce que le jeu s'y prêtait aussi. À partir des mécaniques, on arrivait. Un jeu comme ça où où chacun joue une carte, où chaque carte tu la vois. Voilà, tu peux toujours, mais en termes de temps et d'énergie. En gros, pour résumer sur le mode solo, c'est si jamais les prochains jeux que vous sortez, s'il y a un solo, c'est que du coup t'estimes que le solo il s'y prête. Et s'il y a pas de solo, les gars, il y a pas de solo. Voilà. Pour résumer. C'est ça. On va pas essayer de faire d'un jeu un solo pour un jeu qui est pas fait pour ça. Quoi. Et donc le seul solo que les gens pourraient attendre là actuellement que vous avez dit avec Chakos qui sortirait, ça serait donc sur 1806. C'est ça. Il n'y a pas d'autres voilà. Parce que celui-là, bon, on y a passé énormément de temps à faire, donc d'une manière ou d'une autre, on le fera sortir, mais c'est même pas sûr que ça soit sur une vraie extension, mais ça sera peut-être comme on a fait pour Border States, c'est-à-dire un module où les gens ils peuvent le télécharger et imprimer quelques cartes et puis jouer quoi. D'accord. Avec un livret. Parce que Border State, c'est pas toi qui a, enfin, là, c'est l'auteur, qui a dit, bon, bah, moi, je fais un solo, et puis, bon, vous aimez pas, c'est votre truc. Là-dessus, c'est pas toi qui a bossé dessus à tout prix pour essayer de... Bon, c'est pareil, parce qu'on a fait quand même la mise en page, donc on a remis un peu d'argent, et puis on a travaillé un peu sur le développement quand même, parce que bon, il faut que ça soit cohérent avec le jeu. Mais ça a pas fait, voilà, c'est pas parce qu'on a sorti ça que tout le monde a dit, c'est génial. On le rachète, quoi. Voilà. Donc il faut faire attention à des bruits aussi qui vont arriver, des bruits de fond que t'as l'impression que c'est énorme, mais en fait non. Voilà. Oui, entre ce qui est dit. Et donc faut vraiment faire attention quoi. Donc on essaye de trouver un peu, et par contre, bon ben voilà, on a par contre maintenant une vraie gamme de jeux en solitaire avec les jeux pour les joueurs. Mike Lambeau fait pour. Et si jamais vous voulez jouer à plus d'un joueur, bah vous avez d'autres jeux faits pour aussi. Ou là il y a une version, mais voilà, c'est pas forcément fait pour ça, mais ouais, tu vois, pour le Sherman solitaire. Alors c'est là je dirais pas, ça c'est pas mal parce qu'il y a un mode coopératif qui a été ajouté. Mais ça je trouve c'est pas mal parce que par exemple bon ça a pas demandé une modification énorme et puis ça se faisait, mais ça peut être pas mal pour par exemple un papa qui veut jouer avec son fils pour initier. Et puis tu joues, donc chacun a son char, il va venir, donc ça c'est sympa. Et après t'as un mode duel en 1 contre 1, bon. Là, par contre, c'est un peu, tu te mets en face et puis bon, voilà, tu t'amuses à essayer de dégommer l'autre avant, mais bon. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu disais oui, c'est plus facile dans un sens que dans l'autre. Quand c'est un solo,
moi, à la garage au début, en live Twitch, je disais, on joue tous ensemble contre les modes solo des jeux. Ouais. Et là, bon, si t'es 15, tu vas pas jouer ensemble à mode solo, mais globalement, je trouve que ça des fois, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça peut s'y prêter assez facilement. Ouais. C'est assez rigolo de prendre un mode solo où tu le modifies légèrement, ou d'ailleurs pas du tout, et on joue tous ensemble, on réfléchit ensemble, et ça s'y prête bien. Autant dans l'autre sens, c'est rigolo parce que globalement, là, si je regarde dans ma ludothèque, il y a beaucoup, allez, je vais peut-être dire une connerie, mais 60% de mes jeux qui ont un mode solo qui en fait n'en est pas un. En gros, tu dois jouer à 4 joueurs, ou à 3 joueurs, ou à 2 joueurs, et en fait, il y a marqué solo parce qu'en fait, tu tapes tous les persos. Mais, oui. mais la plupart des modes solo, souvent, en gros, c'est comme ça, en vous levant, si vous êtes tout seul, tu vas pouvoir y jouer. Mais globalement, en fait, il a pas de mode solo, le truc, c'est que c'est marqué solo parce que comme ça, tu le vends, mais en fait, c'est 3 joueurs, 4 joueurs, et puis tu te démerdes si t'es soliste, tu fais comme tu peux. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, dans ce sens et dans l'autre, évidemment pas tous, mais il y en a beaucoup dans les gros jeux. Mais c'est pour ça que je dis, des fois, pour moi, il y a des modes solo qui sont rajoutés, qui sont un peu gadget, quoi. Oui, en tout cas, ou alors en tout cas c'est des faux modes solo, t'as pas de mode solo. C'est pas, voilà, et que t'auras pas le même sensation qu'avec un jeu qui a été fait et designé dès le début pour être. Après quand c'est coop, ça va. Quand c'est un mode alors, jeu d'affrontement, quand c'est coop, par exemple, tu vois un jeu comme Midara. Oui, c'est pour ça que je dis quand c'est coop, du coup 4 joueurs ou tout seul. Hein. Mais quand c'est un jeu d'affrontement solo, et enfin je veux dire que c'est un jeu d'affrontement. Après c'est ça aussi, nous on est sur des jeux d'affrontement, en solo c'est un peu plus mais bon, t'en as qui font, hein, parce que les Aigles de Napoléon ont fait, mais bon voilà, c'est pas une autre démarche. Enfin quand tu vois avec les instructions de l'IA, bon tu vois que c'est vraiment pensé pour. Ça a été prévu. Et alors donc là c'est les jeux qui sont déjà sortis que vous pouvez acheter, que vous pouvez regarder en lien en description, et tu nous as amené aussi un teasing de jeux à venir. Ouais, parce que là c'est de l'exclusivité, mais on fait beaucoup d'exclusivité sur les je sais pas pourquoi. Donc on a un jeu, donc je vous montre pas la boîte, hein, parce que mais hop, je vous montre une petite carte. Je peux montrer là-bas d'ailleurs si tu veux faire une là ici. Voilà, moi je suis un fan de Première Guerre mondiale, et puis là on a une proposition pour faire un jeu. On y a joué à Cannes cette année, et franchement on a trouvé ça assez sympa, et c'était assez addictif, qui est sur la Première Guerre mondiale, et donc de l'auteur qui a fait Chirac contre Mitterrand. Alors peut-être qu'il y en a qui connaîtront. C'est sûr pas moi. Et c'est un système je vais à l'envers, de tir à la corde. Pendant comment tu vas l'appeler le jeu? Il s'appellera pour l'instant on sait pas, ça sera en lien avec la Première Guerre mondiale, et donc en fait on va avoir des jetons qui vont être au centre, et puis en fait en jouant des cartes on va pouvoir, en fonction du camp qu'on est, donc là c'est pour les centraux, et là c'est pour par exemple l'entente, et ben on va pouvoir déplacer les jetons d'un côté ou de l'autre. Et tu vas avoir la possibilité soit de gagner une victoire décisive en donnant des cartes calamité, donc qui sont des cartes négatives. Donc vous voyez, comme un rationnement, espionnage, gueule cassée. Donc en faisant cumuler des cartes comme ça à ton adversaire, s'il en a trop, il a perdu. Okay. Ou alors sinon à la fin, on va regarder sur la piste lequel est le plus avancé dans chacune des pistes. Donc on va avoir un petit peu un moment au niveau de la stratégie de jeu. Est-ce que tu vas plutôt essayer de faire la victoire automatique, parce que tu vas pas forcément jouer de la même manière, ou tu vas essayer d'équilibrer les choses pour gagner à la fin de la partie en étant le plus loin sur chacune des pistes. Et puis là, ça sera un petit jeu de cartes seules, pareil, pour avoir quelque chose d'entrée de gamme. Et ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'on va avoir une notion de chronologie. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si tu remets, donc tu vois là, bataille des frontières. Donc déjà, ça va être pareil, on a un aspect pédagogique qui est important pour nous. Donc bataille des frontières, qu'est-ce qui s'est passé et à quelle date? Donc là, par exemple, c'est début de 2024. En plus, tu vois, il y a une erreur sur la carte, mais bon. Je me disais, tiens, la 5 septembre, donc c'est 4 août 1914. Ça, c'était le premier proto. Donc là, on a travaillé, je pense que ça a été corrigé. En tout cas, on vérifiera. Et là, on a le 5 septembre 1914. Donc là, c'est la numéro 2, la numéro 5. Donc, tu vas être encouragé à jouer les cartes dans l'ordre. Parce que si tu le fais pas et si tu rends la pénalité, tu vas avoir Je comprends. C'est là les fameuses cartes que tu peux te prendre dans la figure, des pénalités ou pas. Par exemple. Et en fait,
chacun va jouer une carte. Donc tu peux aussi essayer de mettre ton adversaire dans la panade en jouant une carte qui est élevée. Enfin voilà. Et il pourra plus jouer derrière. Okay, donc un petit jeu qu'on avait trouvé assez finou, qui avait un aspect un peu addictif, parce que quand on commençait à jouer, tu dis mince, et donc quand tu as dit vous l'avez trouvé, c'est-à-dire bah c'est l'auteur qui est venu. Bon, on n'avait pas. Ouais, bon, comme ça, la thématique et autres, ça répondait, et on a joué, ça nous a mis et ça a fait un peu type, donc je pense, donc ça va être un petit jeu, et puis ça va rajouter, on n'avait pas vraiment de jeu comme ça qui soit vraiment dans les 12-15 euros quoi. Donc là ça sera un jeu de cartes, ça sera dans ces eaux-là. Donc ça va compléter un peu sur la gamme. Et ça rentre bien dans les thématiques de jeu, et puis alors ça pour le coup ça sera de la précommande de conclusion où tu sais pas encore comment vous allez le format. Alors ça de toute façon nous on va faire des précommandes. Alors on fait de plus en plus de précommandes sur notre site. Un jeu comme ça c'est compliqué de faire une précommande seule. Pourquoi? Ben parce qu'en fait si tu fais une précommande et si tu offres des frais de port à quelque chose qui est petit ou autre, en fait, tu bouffes tout de suite ta marge. Ok. D'accord. Donc, si on fait une précommande, ça sera plutôt, a priori, lié avec autre chose, ce qui permettra aux gens de le précommander en plus du reste, et puis ça viendra en complément. Et puis sinon, après, l'idée, ça, c'est clairement quelque chose qu'on va essayer de distribuer largement dans les boutiques, pareil, pour démocratiser toujours, parce que bah c'est c'est une porte d'entrée à chaque chose aussi, c'est dire tiens pour 15 euros tu peux découvrir un peu sur quelque chose de jeu de cartes. Ça c'est quoi, c'est une demi-heure la partie sur ces ouais, il faut compter ça, ouais. Et après on va avoir bon pareil hein, je vais pas vous montrer la boîte, mais sur Verdun. Et alors là c'est assez intéressant. Donc là, si on est vraiment sur un proto, donc vous voyez avec des cartes. Donc ça, c'est celui qui a fait, c'est Stéphane Brachet qui a fait Rex Britannorum et Border States. On aime bien les jeux qu'il fait et qui propose, parce que c'est des jeux où il n'y a pas de hasard. Lui, il est allergique. Moi, j'avais dit Border State, j'avais adoré, hein, j'avais trouvé ça génial, l'idée, enfin, tout comment ça fonctionne et tout avec les interactions, enfin, c'était super. Ouais. Donc lui, il est vraiment sur ces typologies de jeux, pas de hasard, et où on va chacun avoir les mêmes éléments pour réussir à gagner. Donc tu as pas, c'est pas trop asymétrique et autres. Voilà, c'est vraiment une approche de jeu qui est assez différente des autres jeux qu'on fait, parce que souvent dans les affrontements militaires, tu as de la symétrie. Et si tu regardes sur un Napoléon 1806 par exemple, les Français sont beaucoup plus forts que les Prussiens, mais c'était ça historiquement. Et tu rétablis l'équilibre avec les conditions de victoire. Là, c'est pas du tout ça. On a à peu près tout le temps toutes les mêmes choses. Et pour te dire, au niveau de la réflexion qu'on a eue, à la base, c'était un jeu qui était basé sur la bataille de Stalingrad. Donc la bataille de Stalingrad va parler aux gens qui font du wargame. Par contre, aux gens qui font pas du wargame, c'est loin, c'est pas trop connu et autres. Donc là, on a dit, on va le rethématise pour que ça soit Verdun. Et ça, du coup, pour aussi permettre de travailler avec des partenaires. Ça nous a permis deux choses. Déjà, ça va plus parler aux Français, au public français, parce que ça fait partie de notre histoire. Et deux, on a pu travailler avec, va pouvoir travailler avec le Mémorial de Verdun en partenariat pour pouvoir avoir un débouché nouveau, complémentaire, qui va nous permettre en fait de produire plus de jeux concrètement et donc d'en vendre plus. C'était aussi possible parce que on était sur les mêmes typologies de bataille, parce que le système de jeu était basé sur le fait que à la bataille de Stalingrad, on a les Allemands qui attaquent, qui conquièrent quasiment la totalité de la ville, qui sont bloqués, et après la contre-attaque des Russes qui fait qui les repousse et puis qui se termine par une défaite majeure pour les Allemands. Verdun, offensive allemande qui repousse tout le monde. On le sait tous après, intervention de Pétain, la voie sacrée, les Français qui rétablissent le front et qui contre-attaquent et qui repoussent les Allemands sur leur position de départ. Donc on est sur la même dynamique au niveau des choses, parce que donc on va être sur... Il y a quand même des dés, mais ils servent pas ils servent de compteur les dés. Alors, hop, tiens, c'est des dés à compteur. Un petit peu, donc on va voir des cartes comme ça, hein. Bon, on voit un peu autre, et on va avoir en fait des symboles ici. Et ces symboles,
ils vont permettre... J'ai trouvé ça assez sympa. En plus, moi, j'aime bien les dés. Vous voyez, donc par exemple, on va lancer des dés et le dé qui est ici, eh ben, on va le mettre sur la zone. Et en fait, en fonction de la phase du dé, eh ben, tu vas pas avoir les mêmes choses. D'accord. Et donc, il va falloir réfléchir à un moment quand tu vas faire tes... Mais c'est des choses visibles, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais que t'as ça, et en fonction de ça, comment tu vas ça faire, va être à chaque fois complètement variable, parce que tu vas avoir plusieurs dés de différents types et autres. Et en fait, quand tu vas te battre pour réussir à conquérir une zone, donc tu vas utiliser des cartes qui sont ici avec des valeurs, hein. Et en fonction de ce que tu vas gagner, bah, va falloir réfléchir. Est-ce que je veux plutôt avoir donc là des étoiles pour le recrutement, ou est-ce que je vais plutôt essayer de cumuler des points pour avoir une victoire automatique? Toujours cet aspect-là. Qu'est-ce que tu décides de faire? Et surtout, bah, ça veut dire que tu vas avoir aussi beaucoup de rejouabilité, parce que tu vas jamais avoir forcément la même situation. Et on va avoir aussi 2 batailles, parce qu'on va avoir Verdun et la Somme. Le vide dessus, si tu veux. Ouais. Mais là, hop, comme ça tu verras un petit peu. Donc Verdun et la Somme, après je sais plus lequel est, ça j'ai reçu il y a pas longtemps de l'auteur, hop, mais vous avez ici, voilà, Verdun d'un côté, et là, la Somme de l'autre côté, donc avec le plateau qui va être d'un côté ou de l'autre, donc qui va permettre aussi d'offrir un peu plus. Donc on va avoir des tuiles aussi, hop, qui vont pouvoir modifier le plateau, enfin voilà, pas mal de petites choses. Franchement, pareil, très finaux au niveau, il réfléchit beaucoup, Stéphane. Je pense que nous, on serait pas capable de faire, mais très finaux au niveau des mécaniques et autres. Et là, on va être pareil sur un jeu, bah, où on aura, des pistes qu'on voit ici. Donc qui vont permettre de gagner des points de victoire avec 1, 2, 3 pistes, et puis en fonction de là où on va progresser sur les pistes, on aura plus de points, et celui qui en a le plus à la fin l'emporte, quoi. Et ce qui est pareil, assez intéressant, c'est que au départ, on va avoir chacun un set de cartes, mais identique, il va être... Non. Ah, il n'est pas identique. Justement. D'accord, ok. Il va y avoir une asymétrie, c'est-à-dire que pour montrer l'allemand qui va être plus fort les 3 premiers tours, il va avoir un deck de cartes un peu plus fort. Okay, et à la fin, on va switcher et inverser. Donc ça va les équipes des forces vont être identiques, mais pas au même moment durant la partie. C'est ça, exactement. Et donc ça c'est pas mal, et puis ça change un peu, donc ça c'est vraiment... et ce que tu disais juste sur les placements des dés, en fait c'est au départ où t'as une mise en place en fait du plateau, et après donc tu sais... Oui, en fait t'as une mise en place avec... Hop, tu mets, et puis tu lances tes dés, et en fonction de la zone où vont se situer les affrontements, parce que on va faire un focus en fait sur la carte. C'est-à-dire que quand on va jouer, donc là, hop, on voit qu'on a plusieurs, mais finalement, on va focus par exemple sur là, on va focus sur là, on va focus sur là, en fonction de tour, on va avoir des choses un peu spécifiques. Et ça, eh bien après, on va lancer les dés et on va mettre en fonction des résultats sur les zones, et ben en fonction de ce qu'on veut privilégier, on va plutôt dire je vais aller là, plutôt là, plutôt là. D'accord. Voilà. Ok. Chouette, c'est intéressant parce que souvent le problème, enfin moi j'adore les jeux où il y a pas de hasard, hein, de toute façon, mais je suis trop mauvais au lancer de dés. mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la rejouabilité. Le souci souvent quand il y a pas de hasard, c'est que la rejouabilité est assez limitée. Donc c'est bien d'avoir quand même une mise en place, ou en tout cas des choses qui font que tu dois t'adapter malgré tout, même si t'as pas de hasard, tu dois t'adapter. Et à chaque partie, ça va être différent. Plutôt que des scénarios, une fois que tu l'as réussi, bon bah du coup c'est fini, tu rejoueras pas parce que. Et donc là on sera sur un jeu à 2. Oui, d'accord. Voilà. De nouveau, typiquement, et on va pas s'amuser à faire un mode solo si c'est pour dire de faire un mode solo. Bon, vous avez compris le message. Non, mais après voilà, aujourd'hui, on a des propositions solo avec les bouquins qui sont super. Donc après, il faut en proposer aussi pour tout le monde, quoi. Mais voilà, tu vois, typiquement dans la démarche, peut-être qu'il y a 5 ans, on aurait pris le jeu sur Stalingrad, on l'aurait fait comme ça. Et maintenant, tu l'as. Et là, aujourd'hui, par rapport à l'évolution du marché, par rapport à ce qui se passe et autres, par rapport à notre expérience, parce qu'on a acquis aussi de l'expérience, et ce qu'on voit, eh ben, on a changé par rapport au fait qu'on a été surpris aussi de voir que au mémorial de Verdun, ils vendent des Dawnfall of Empires. Qui sont quand même, si tu regardes, des jeux très typés wargame, avec des jetons et autres, et ça marche. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, il faut pas... Il y a un public.
trouver après, à quel faut endroit arriver, comment le toucher, comment arriver à le capter, et c'est là que devient un peu la difficulté. C'est pour ça qu'il va falloir, en tant qu'éditeur, se réinventer un peu pour réussir à toucher. Il faut convaincre aussi le partenaire qui lui a peut-être le public intéressé. Voilà. Dire, après, c'est ça, faut convaincre. Après, nous, on a aujourd'hui, comme je dis, un avantage, c'est qu'on a un catalogue de plus de 10 jeux maintenant. Donc on a une notoriété, les gens nous connaissent, on peut dire oui, bon ben voilà, aujourd'hui on va montrer des jeux, on voit que c'est du jeu qui est quali, qui est quand même bon voilà, c'est développé, il y a du travail derrière. Donc aujourd'hui, ça c'est quand même facile d'ouvrir les portes par rapport à ça. Après un nouvel entrant, ouais, je pense que c'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça, tu viens d'où, tu fais quoi? Nous, on est vraiment entré un peu quand ça pouvait arriver, où c'était encore jouable. Maintenant, ça devient, je pense un peu plus compliqué, quoi. Super, chouette en tout cas. Ça donne envie faudra se tester ça. Celui-là, il faudra, ça c'est sûr qu'il faudra qu'on se le teste. Mais de toute façon, on les teste toujours chez toi. Parce qu'on est tellement bien. Parce que là, on a dit qu'on faisait tous les liens, mais ces deux-là, ils arriveront plus tard, les amis. Voilà. Et puis, pour finir quand même, on aura aussi Napoléon 1870. Ok. Qui est bien avancé. On est en train de terminer toute la partie artistique. Mais ça, on invitera Denis. Ouais, qui maintenant il va avoir plus de temps, il va pouvoir venir jouer avec nous, on va pouvoir le voir et tout, ça va être cool. Donc on invitera Denis parce qu'il parlera, parce que c'est lui l'instigateur de cette série, et on va avoir la suite de Saladin. Pareil, Saladin qui était un petit jeu qui a permis vraiment de faire découvrir aux gens. Donc on va continuer sur cette série parce que ça a bien marché, qui sera Wallace. Donc c'est en cours c'est déjà en cours de. Alors le jeu pareil, hein, on l'a bien développé. Bon voilà, on a eu mis pas mal de petits trucs en suspens là pour pas mal de petites raisons, mais là on est en train de reprendre ça, et le Wallace il est quasiment prêt. Bon, il faut continuer à développer, à essayer d'y jouer un peu, donc c'est pour ça qu'on viendra ici pour jouer, mais ça c'est pareil, on en parlera avec Denis qui a peint la carte et tout. Super. En tout cas, ça fait des chouettes découvertes, puis c'est toujours intéressant pas mal de choses. Et donc on continue, et puis bon, ça va permettre aussi de remplacer quelques jeux qu'on va pas forcément rééditer, parce que par exemple un jeu comme Border States, on va pas le réimprimer. Donc là c'est vraiment en fin de vie, les derniers. Il faut aussi être pragmatique à un moment et rééditer des jeux où on sait qu'il y a encore du potentiel, même si c'est sur la durée. Mais par exemple le Braze, on sait que c'est quelque chose, voilà, on arrive. Alors Border States, c'est compliqué, tu vois, à vendre en France parce que c'est la guerre de sécession. Donc on n'a pas la même emprise, donc dans la durée, même si la mécanique est sympa. T'es en train de me dire que j'ai des mauvais goûts, c'est ça? Ah non, mais moi je trouve le jeu super intelligent pour les gens qui aiment pas le hasard, qui veulent réfléchir, que le bluff, la déduction avec juste 10 jetons, mais je trouve que c'est il est exceptionnel. Une pépite, parce que en plus t'en trouves pas des jeux comme ça, mais il a bien marché puisqu'on a vendu tout. Donc il nous en reste quelques-uns encore, hein, on n'a pas complètement fini, mais par contre sur après le potentiel sur la durée, on a beaucoup moins de débouchés qu'un Braze qui va trouver, comme je te disais, les Napoléons. Voilà, c'est pareil, c'est Napoléon, la France, machin, ça c'est quelque chose qui est un fonds de commerce qui se vend toujours, mais là c'est plus compliqué pour Border States. Comme tu disais, après le truc qu'il y a, c'est que quand tu réédites, parce que t'as des gens qui te le demandent, le problème c'est que tu vas pas en rééditer 50, donc si tu dois en rééditer 500 et que la marge c'est ça. Et puis après il faut avoir les opportunités. Par exemple, les Napoléons, l'avantage c'est que quand tu ressors un nouvel opus de Napoléon 1870, c'est le même format de boîte, c'est les mêmes, voilà. Donc tu peux. T'as un calibrage qui est. Tu vois, au niveau après, tu peux réimprimer des jeux comme ça. Dans la foulée. Mais donc voilà, c'est. Non mais chouette. Moi c'est un bon. Il y a de quoi faire encore. Tu vas pas vous allez pas vous ennuyer. Non, on va pas s'ennuyer. On va encore vous voir quoi sur la chaîne. Mince.
C'est pas fini, quoi. Non, c'est pas fini. Le petit pic de fin. Vous allez encore voir des vidéos de Julien. Voilà, c'est ça. Bon, et je crois qu'en tout cas, il y en a plein qui sont très contents. D'ailleurs, il y a des vidéos qui ressortent, là, en ce moment, c'est avec en ce moment, il y a un peu des ventes en ligne et tout, donc il y a certaines vidéos qui sont remises en avant. Moi, tu sais, je vois toujours sur les 10 derniers jours, quels sont donc t'as des vidéos qui reviennent un peu, donc il y a certaines vidéos qu'on avait mis en avant sur une série de jeux que t'avais fait, justement, je sais plus quand c'était, et cette vidéo-là, elle remet, donc c'est intéressant pour voir sur les semaines de dire, ah tiens, bah là, il y a ce jeu-là qui est, parce qu'il y a une publication, un article, ou parce qu'il y a une vente spéciale et tout ça. Et donc, où il y a des, donc tout ça pour te dire qu'il y a, voilà, la communauté garage, je regarde encore, et toujours les vidéos chaque cause. Et donc, il y aura, voilà, c'est cool. Donc ça fait plaisir. Puis c'est chouette aussi, effectivement, de voir aussi l'avancée, l'évolution depuis le tout début où on s'est rencontrés, et maintenant, c'est super, c'est chouette. Cool, hein. C'est chouette. Et puis je pense que les joueurs aussi sont contents de ça. Tu parlais de fidéliser un peu aussi, de savoir qu'il y a une marque de fabrique, un ADN, et puis quelque chose, un suivi. C'est pas juste, tiens, t'as sorti un jeu. Hier, je parlais à un éditeur qui me disait, nous, on prend un auteur qui a fait un seul jeu dans sa vie et c'est très bien, et puis il n'y a pas spécialement de suivi, après on passe à autre chose. Or, c'est cool aussi, mais je trouve ça bien d'avoir quand même quelque chose où les gens s'attendent à... après, le truc, c'est que malheureusement, le marché, il pousse à ça. Et moi, je sais, il y en a, ils sont vraiment très sur frustrés, ça, quoi. Qu'il n'y ait pas de suivi, de continuité. Et puis qu'un jeu, il vive 3 mois. Et quand t'as passé, on se rend pas forcément compte, mais du temps pour développer un jeu, tu vas y mettre ton énergie, tu vas tout y mettre et autres, le truc qui sort 3 mois après, c'est fini. C'est dur, quoi. Et je pense qu'il y a c'est... Mais bon, voilà, il y a tellement de jeux, ça sort tellement souvent et autres. Nous, on a la chance, comme je te dis, d'avoir des jeux qui peuvent tenir dans le temps parce que c'est sur des thématiques qui vont pas passer de mode. Parce que l'histoire va pas passer de mode. L'histoire, elle est là, elle est existence. Alors, les gens sont plus ou moins réceptifs en fonction, mais voilà, ça va pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Donc là, on a cette chance-là. Par contre, ça veut dire aussi qu'il faut être capable de pas avoir des coûts logistiques ou de stockage trop importants, sinon c'est pas tenable. Et bien sûr. Oui, tu peux pas faire ça sur 20 ans. Non, tu peux pas, c'est pas possible. Ok. Voilà. Super. Merci à toi. Merci pour ça, même si je me suis pas fait enregistrer à Vichy, mais bon. Écoute, je t'ai pas vu, j'ai cherché partout, Julien. Tu m'as pas vu? Non, mais je t'ai pas vu sur Insta, on se dit, il est où, Julien? Et après, j'avais, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai. On s'est croisé un peu comme ça par hasard. Qu'est-ce que tu fais? Dans un escalier, là. Et puis bon, comme ça, là, on est tranquille, on peut discuter. Et Julien me fait, non, t'inquiète, on fera ça tranquillou. Voilà. Bon, merci à toi, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos retours aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et savoir. Faut pas hésiter. Parce que c'est vrai qu'on sait pas toujours ce qu'il y a dans les têtes de ceux qui regardent, et donc ça fait toujours plaisir, parce que des fois sur les salons je dis, ah tiens, j'ai regardé, pourquoi t'as pas fait ça, ou tiens, ça, je regardais ça c'est super, et tout le temps en fait, que ce soit sur les salons où je vais, ou même sur, tu vois, encore sur des animations toutes les semaines, les personnes regardent les vidéos, mais tu le sais pas. Parce parce que la plupart des personnes ne commentent pas, et donc tu sais pas, puis en fait t'as des gens qui regardent toutes les semaines, voire et qui sont plutôt assidus, tu vois, mais tu le sais pas, mais en fait au bout de 10 ans, tu vois, je regarde tes vidéos depuis 10 ans, ah bon? Et tu voulais pas commenter. De toute façon, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ah, ça fait super plaisir, mais c'est vrai que si tu sors pas de chez toi, entre guillemets, tu tu le sais pas, tu le sais pas, donc à chaque fois moi je suis content quand je vais effectivement donc en fait concrètement, faites des commentaires. En gros c'est le message, quoi. Sinon je suis obligé d'aller sur tous les salons, etc. C'est la galère. Tu vois, encore là sur Vichy, justement, je me suis donné, je vais faire arrêter, je dis tiens vas-y Gab et tout, assieds-toi, notable, comment tu vas? Je fais attends, je vous connais, mais c'est super sympa, tu vois, d'avoir cool. Mais voilà, si vous commentez, ça fait plaisir aussi, comme ça on sait que vous êtes là et que vous suivez. Allez, à bientôt en tout cas. Bye bye. Ciao. Au revoir. À bientôt.